Hello, Hello. bienvenue dans cette vidéo bûcher au laurier. C'est Cédric Et Laurent. et on va vous parler aujourd'hui de Yin Yang. Non. Jiangnan. Yang Yang. Voilà. Yin Yang. C'est le même auteur, mais c'est pas le même jeu. Yang Yang. Voilà, c'est ça. Et c'est même là, il faut gentry. Tout à fait. Je peux toujours le dire. Ça. Oui, mais tu me laisses m'enfoncer tout seul. Exactement. Voilà. Vas-y, continue d'ailleurs. Mais bon, on y va. Donc au niveau des mensurations, c'est du 1 à 5 joueurs pour des parties de 90 minutes. Oubliez ça tout de suite. C'est un 13 plus qui est marqué sur BGG et 15 plus sur la boîte. Vous en ferez ce que vous voudrez. Ouais, bon. C'est très compliqué niveau règles. Hein. Non, c'est l'auteur, c'est Duguay. Qui nous a fait Yin Yang. Voilà. C'est un jeu qui est un peu plus facilement disponible maintenant, qui était sorti il y a 2 ans, 2-3 ans à SM. Chez BG Nations. Très chouette jeu de programmation. Un peu dans le même genre de poids qu'ici, un petit un cran en dessous. Que je ne connais pas. Voilà. De toute façon, Très chouette. On y jouera. Il y avait une chouette tortue comme ça en métal dans lequel tu viens insérer les pièces d'argent métallique. Donc ça fait hein, ça me plaira, ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une espèce de pile ou face des pièces. Hein. Ouais. Si ça vous intéresse, vous irez voir. C'est ça. Ouais. C'est illustré par Nono. Qui d'autre? Et Tsu. Aussi. Qui d'autre? C'est tout. On n'a rien trouvé de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'étaient même pas crédités sur BGG. Eux, c'est parce que c'est marqué sur la boîte. C'est la version Kickstarter que nous avons reçue. Ici, c'est la version Kickstarter de luxe. Exactement. Même si dans Kickstarter de luxe, j'ouvrais souvent des bateaux en carton, j'ai perdu 1 an de ma vie à essayer de les monter hier. Ils sont partis à la poubelle directement. Voilà. J'ai pas la patience pour ça. On va pour le pitch, et là c'est pour toi. Le pitch, on est comment est-ce qu'on appelle ça, des artistes, et on va essayer de trouver l'inspiration dans différents lieux de la ville, de manière à créer des œuvres qui resteront à postérité, on va dire. Voilà. Le thème est un Eurogame, mais le thème ne va pas beaucoup plus loin que ça. On essaie de trouver un sens aux actions. Voilà, vous en jugerez quand on parlera un petit peu des mécaniques. Ouais. Au niveau des règles, survol des règles, vraiment un survol des règles. Donc vous allez sélectionner une des actions que vous avez présentes sur votre plateau, donc c'est du placement d'ouvriers. Vous allez sélectionner une des actions. Et c'est plus l'action de sélection. Hein, ouais, c'est la sélection d'actions. Donc on va plus que le placement d'ouvriers. Et donc pour avoir des ressources, pour prendre des contrats, pour valider des contrats, pour prendre des œuvres d'art qui sont des contrats, des œuvres d'art. Et les ressources, ce sont des idées. Des idées. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je comprenais rien quand tu m'expliquais les règles. Donc, contraire ressources, c'est très bien. Contraire ressources, de toute façon, c'est 1 €, vous y allez passer tout de suite, et vous allez prendre, comment est-ce que ça s'appelle, des muses. Des muses pour vous aider dans votre travail. L'inspiration, évidemment. D'accord, donc gestion de ressources, argent, gestion de ressources, enfin d'idées, du coup, pour réaliser tout ça. Donc, placement, hop, et c'est système majoritaire aussi dans chaque lieu qui va vous permettre à la fin de marquer plein de points. C'est un peu plus compliqué que ça aussi, parce que chaque lieu, les lieux, tout est différent. Les lieux se déplacent, en fait, via les bateaux. Et comme les bateaux se déplacent, on n'a pas vraiment de piste, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai vraiment brossé les règles? Est-ce que, comme on l'a joué qu'à 2 joueurs, est-ce que quand on joue en 3, 4, 5, par exemple, est-ce que tu fais aussi là de... Il n'y a rien qui change à ce niveau-là. La différence à 2, c'est qu'on joue, 2 personnages. Okay. Et donc, en fait, quand vous sélectionnez une des actions que vous allez faire avec votre personnage principal, eh bien, donc, vous allez devoir défausser le jeton qui est le plus à droite. Et donc, le défausser de la partie. Hein. Vraiment, vous ne l'aurez plus pour le reste de la partie. Et vous allez prendre les ressources qui sont générées en dessous du jeton. Le jeton, vous avez au-dessus l'action qu'il fait et en dessous la ressource qu'il génère. Donc, il faudra juste faire attention à ne pas vous couper une action, tout simplement. On peut la récupérer. Oui, je l'ai fait au premier tour. Oui, il y a toujours moyen de... C'est du backbuilding. Un peu différent de ce qu'on a l'habitude, mais c'est du backbuilding. Ouais, backbuilding, effectivement. C'était un survol des règles. Ouais, donc en fait, pour expliquer un peu plus détaillément, il y a 6 lieux et on a 2 jetons d'action pour chaque lieu au départ, qui est dans notre sac.
Et donc, chaque fois qu'on veut faire une action, on va choisir, donc ceci est placé sur le plateau, on va choisir une action comme action principale. Et donc on va prendre notre ouvrier à notre couleur, on a 3 ouvriers, on fait 3 actions par tour. Donc, on peut dire qu'il y a 6 manches, 6 manches, donc on fait potentiellement 18 actions, même si ça peut être moindre si on joue pas très bien. Donc on prend un premier pour l'action supérieure, donc on va placer notre ouvrier sur l'action correspondante, et donc comme disait Cédric, on va défausser la tuile qui est la plus à droite pour la ressource du dessous. Et donc une fois qu'on a retiré ces deux, donc comment je dis, l'action qu'on a faite vient ici en haut de notre plateau, et l'action qu'on a défaussée, donc elle est défaussée. Les deux derniers se déplacent et on repioche dans notre bac de nouvelles actions. Voilà. Et donc ça va se vider au fur et à mesure, et à la fin de la manche 2 et 4, on va remettre dans notre sac des tuiles actions plus puissantes qu'on aura draftées en fait. En fonction de l'ordre. En fonction de l'ordre exactement du placement. Tous les mécaniques sont assez imbriqués. Et donc on va chaque fois reconstituer notre sac, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça donc comment je vais dire, du back building, voilà, je cherchais le mot. Bah, donc c'est pas mal fait d'ailleurs à ce niveau-là. Ouais, 2 scorings intermédiaires au bout de la manche 2, au bout de la manche 4, et un scoring final à la fin de la partie, ou alors on va sélectionner, on va scorer toutes les tuiles qui ont été mises là, quand on vous parlera de ces tuiles dans le twist, parce qu'à mon avis ça passe à part ça. Ça c'était les règles. Le twist, justement, ou les twists. Bah, c'est ce que tu disais, hein. Donc, en fait, on va jouer nos ouvriers pour l'action correspondante, évidemment, pour le lieu, pour, par exemple, ici, prendre des contrats, ici, valider des contrats, ici, faire des actions un petit peu alternatives, hein. Ça permet de bypasser un petit peu si on n'a pas l'action correspondante. Ici, ça permet de partir en pèlerinage, de faire des actions, prendre des muses, ou en tout cas les faire travailler. Et de nouveau une taverne qui est un petit peu comme le salon qui est ici, qui permet de valider des contrats. Sauf que là, le rapport dépositoire, là, ça rapporte de l'argent. C'est la seule différence. Mais ça fonctionne de la même façon. La particularité, donc, c'est quand on fait une action, on vient placer notre ouvrier, mais à la fin de la manche, quand on a placé chacun de nos 3 ouvriers, on va mettre sur chaque bateau un nombre d'ouvriers correspondant au nombre, un nombre de servants, donc ce sont des ouvriers plus petits comme ça, en fonction du nombre d'ouvriers qu'on a dans le lieu. Donc par exemple ici, on rajouterait 2 bleus ici on rajouterait un orange, un vert, etc. Et ensuite tous les bateaux se déplacent, et le bateau qui sort, en fait, ils ont normalement tous 2 jetons de scoring, et ben celui qui a la majorité sur ce bateau va choisir laquelle des 2 tuiles de scoring sera ajoutée donc pour le scoring, et donc sera scoré à la fin, comme tu disais, fin de manche 2, 4 et 6, fin de partie. Voilà, donc c'est vraiment ça le twist, c'est qu'on va jouer non seulement pour le lieu, pour faire l'action du lieu, mais aussi pour pouvoir placer ses armes sur les bateaux, de manière à pouvoir choisir la tuile de scoring. Quand on voit qu'il y en a un qui part sur une couleur, par exemple sur une couleur, moi je n'avais pas par exemple de rouge, Cédric était parti sur de rouge, comme vous voyez il y en a 3, ben évidemment il a fallu que je rattrape ou je contre pour éviter que les rouges soient choisis. Ce qui n'a pas été le cas, parce que j'ai choisi les rouges, donc t'as comblé. Je me suis concentré, en fait, je me suis dit plutôt qu'essayer de te contrer, je me suis concentré sur autre chose. Parce que, c'est aussi un autre twist, c'est le bateau qui sort, donc va donner sa tuile de scoring, mais aussi il va revenir, et on va lui ajouter une tuile qui est là, sera vraiment du scoring de fin de partie. C'est ça. Donc là, il n'y a plus de majorité, puisque ce bateau aussi, quand ils ne sortiront plus, puisqu'il y a que, je rappelle, il n'y a que 6 manches. Et donc, ceux qui sont ici, on regardera simplement qui est majoritaire sur chaque bateau, et on scorera en fonction de la condition qui est détaillée sur cette ligne. Donc, les 6 premiers bateaux, en fait, vont permettre de définir les scorings intermédiaires, et les bateaux qui suivent les 6 premiers, donc les 5 suivants, vont avoir un scoring bien particulier en fonction purement du nombre de servants à bord. C'est bien fait d'ailleurs, hein, parce que... Oui, clairement. Ouais. Je rajouterais moi un twist sur le fait de la sélection d'actions, qui fait que on en valide une, mais on doit en perdre une. Et pas n'importe laquelle, on ne choisit pas celle qu'on perd. C'est celle à la droite, et donc des fois, pour ne pas perdre celle à droite, mais on va faire cette action par défaut, justement, parce qu'on n'a pas envie de la perdre, parce que peut-être que dans le prochain setup, il n'y a pas moyen d'en en récupérer. Ça aussi, c'est assez bien fait, parce que là, il n'y a pas de système de majorité, c'est un système qui va de gauche à droite. Donc si vous avez vos 3 meeples ici en premier, mais vous allez sélectionner vos 3 tuiles en premier. Donc c'est couleur par couleur.
joueurs, on va sélectionner des tuiles. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bien fait. Le drafting se fait dans ce sens-là. Ouais. C'est vrai que ça... Dans l'ordre de puissance, en fait, dans l'ordre inversé de la puissance. Parce que ici, là, on met beaucoup de puissance pour sélectionner la tuile, mais on va en dernier. Quoi. Donc à 2 joueurs, en tout cas, ça n'a pas été si pénalisant que ça, mais il faut quand même faire bien attention. Je me suis retrouvé au dernier tour avec une action que je ne savais plus faire parce que je n'avais pas. Ouais, la dernière action n'a pas été géniale pour moi non plus. Donc, mais oui. Donc ça, c'est les twists principaux, je pense. Oui, il y en a un petit additionnel, c'est comme je vous disais, c'est qu'on place 3 ouvriers, donc on fait 3 actions par manche, 6 manches, 18, mais à chaque fin de manche, à la manière d'un Rosenberg, ici on ne doit pas nourrir, mais on doit dépenser du stress en fait. Le stress va baisser ici, mais enfin bon, thématiquement le stress monte. Et donc si jamais on arrive à 0, qu'on n'a plus d'énergie entre guillemets, on est obligé de faire une action à blanc. Donc c'est une action, on passe son tour en fait pendant un tour. Ouais, et ça peut être très pénalisant. Donc il faut bien regarder à ça. Il faut faire des actions aussi qui permettent de remonter, puisqu'on va perdre du stress en fonction des contrats qu'on a pris qui ne sont pas encore validés et des muses qu'on a engagées. Et donc ça peut vite monter rapidement. Et si à ce moment on arrive à 0, pof, ben on prend notre ouvrier, prochaine action, hop, directement, il va se reposer pour regagner un peu d'argent et remonter à 4 ici en stress. Donc ça c'est aussi un petit twist parce que c'est pas quelque chose de pénalisant tant qu'on garde sous contrôle. Ouais. Mais si à certains moments on laisse échapper, ben on va perdre des actions. Et encore une fois, on n'a que 18 actions. Ça paraît beaucoup, mais ça ne l'est pas beaucoup parce que les actions sont très... Il en faut une par exemple pour prendre un contrat et une autre pour le valider. Donc rien que pour ça fait déjà 2 actions. Ça fait déjà quasiment 2 actions. Ouais. Donc c'est perdre 1 ou 2 actions sur la partie, ça peut faire mal. Donc je considère ça aussi comme un petit twist. C'est pas nécessairement courant. Au niveau de la rejouabilité, donc moi j'ai pas de twist à rajouter. Au niveau de la rejouabilité, donc c'est toi plus ou moins qui connaît le setup des tuiles, mais il y a énormément de variabilité. Il y a déjà la variabilité dans les tuiles, il y a la variabilité sur les, sur le scoring, puisque tout se joue par majorité, donc l'interaction va provoquer aussi la variabilité, hein, c'est un petit peu comme les jeux à l'ancienne. Il n'y a pas énormément de variabilité comme ça sur le plateau, mais, et si on n'a pas joué comme ça, mais il y a 6 espèces de mini-extensions, en fait, ils appellent ça des chapitres. Et donc, au fur et à mesure, on peut retrouver, je ne sais pas si ça se voit ici, mais chaque fois ici, c'est chaque fois des plateaux séparés, et ils sont réversibles. Et donc, de l'autre côté de chaque plateau, on va trouver une version avec une petite règle en plus. Et donc, on peut comme ça varier chaque plateau et avoir des actions différentes ou légèrement différentes. En tout cas, le feeling est tout à fait identique. Hein. Les règles de base sont tout à fait communes, mais ça va rajouter des petites options, des petites possibilités qui n'existent pas ici. Donc ça aussi, ça rajoute. Et on peut tous les retourner. On peut retourner un ici, un là-bas. On peut le faire au hasard aussi. Pourquoi pas. Donc ça peut, encore une fois, on ne l'a pas testé, mais ça participe évidemment aussi à la variabilité. Comme le plateau d'ailleurs, le plateau de scoring aussi se retourne. Et même la tuile de scoring finale se retourne également. Il n'y en a qu'une? Il y en a qu'une. Donc pas mal de variabilité, en tout cas rejouabilité aussi. Rejouabilité dans ce genre de jeu, pour moi, elle tient plus au niveau de l'interaction. Oui. Parce qu'au bout du compte, les 6 actions de base restent tout à fait identiques, même si elles peuvent être légèrement modifiées, encore une fois, par les plateaux retournés. Mais le feeling, on fait à peu près la même chose. Ce qui va influencer nos actions, c'est vraiment la forte interaction, parce qu'il faut reconnaître que l'interaction, elle est présente à tous les niveaux. Oui, mais pas spécialement bloquante, juste au niveau des majorités, qu'elle est très très présente. Ça fait penser à un Hansa Teutonica ou ce genre de choses où l'interaction fait le jeu en fait. Ici on est plus sur un placement d'ouvrier classique, c'est un peu différent, mais la notion de majorité est quand même très très présente également. Juste. Au niveau du poids et de la cible, BGG pour l'instant, sa cote est de 3,29 sur 5. Je pense qu'on est pas mal avec cette cote. Hein. Je trouve les règles sont vraiment pas très compliquées. Bon, la règle en elle-même, le rulebook est pas terrible, hein, comme souvent avec les jeux comme ça, les jeux asiatiques. Il y a pas mal de redondance, c'est un peu verbeux, mais voilà, on s'y fait. Il y a rien de compliqué, c'est pas très long non plus. En revanche, les dimensions, les décisions qu'on prend, les choix qu'on a, sont quand même ont pas mal de dimensions. Ils sont très simples en eux-mêmes, mais ils impliquent différentes conséquences à court ou moyen terme qui sont relativement compliquées. Donc la profondeur du jeu est là dans ces décisions à multidimensions. Donc le jeu est simple en règle, mais
il est plus difficile qu'on peut le penser. Maintenant, n'importe qui peut y jouer, bien y jouer, le maîtriser. Ce que j'allais dire au niveau de la cible, je ne pense pas que c'est un jeu expert, mais c'est certainement un initié plus. Maintenant, il y a énormément d'anticipation. Moi, je le classe plutôt en initié, c'est sûr, mais bon, beaucoup le classeront en expert. Pour la planification. Pour la planification. Clairement. C'est certain, même au niveau de règles, le classeront en expert, donc ça dépend un petit peu. Et comme il n'y a pas vraiment une définition très claire de ce qu'est un jeu expert, ça dépend un petit peu de ce qu'on a l'habitude de jouer. Au niveau du matériel, donc là, c'est une version de financement participatif, et ça, c'est la version de luxe. Donc, il n'est pas encore vu la version retail. Mais la différence, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas de différence dedans. Le matos de la version retail est dedans, je pense. Les ressources, par exemple, ici, c'est des ressources en bois qui sont, comment je vais dire, avec un dessin dessus, un motif dessus. Je les ai dans la boîte quelque part. Les autres, ce sont simplement des tuiles rondes avec du punch. Ouais, du punch. Même chose pour la monnaie, c'est du punch, avec la même forme, mais en punch. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est métallique et on n'en revient pas sur quel jeu avait exactement le même. On a joué dernièrement. Si, c'est parce que je me rappelle plus le nom, mais... Oui, c'est ça, mais on ne revient pas sur le nom du jeu. Oui, non, c'est ça. C'était exactement les mêmes. C'est un jeu chinois, il n'y en a pas 50 000. C'était exactement les mêmes. Avec des banquiers chinois de l'époque. Je dirais 1000 fois. Oui, ça va nous revenir peut-être en plein milieu. Il suffirait de regarder. Mais si ça nous revient, je mettrai une incrustation. Voilà. Alors, il y a tous les bons hommes qui, malheureusement, sont décorés que d'un côté. Oui, c'est ça. Et je connais certaines personnes que ça perturbe. Ouais, mais je comprends pas. Si on le fait à fond, on le fait des deux côtés, on le fait pas, quoi. Ouais, clairement. Je pense aussi. Enfin, ça, les goûts et les couleurs. Et alors, il y a ces fameux bateaux en carton, normalement, qui sont des bateaux en 3D, qui sont double couche, qui permettent de placer les ouvriers qui ne bougent pas, comme vous voyez ici, ça fait un peu plus, voilà. Alors, c'est pas du tout indispensable. Et comme je vous dis, le montage, fastidieux. Fastidieux. Non, comme souvent, les encoches, ça rentre pas bien dedans, ça s'écrase, et moi, avec ma patience et ma finesse, ils sont partis. Je n'ai pas piétiné, mais c'est tout, quand même. Voilà. Vous en ferez ce que vous voulez. J'en ai vu pas mal de montées quand même, donc ça doit être faisable. C'est surtout moi qui n'ai pas la patience nécessaire. J'aurais dû confier la tâche à quelqu'un d'autre. J'essayerai, je vais en recommander, parce que toutes les versions sont déjà parties. Je vais en recommander, parce qu'il y a moyen d'en commander. J'espère qu'il y en aura encore moyen. De toute façon, une VF est annoncée. Ouais, il est un peu cher pour ce que c'est. C'est cher. Il est cher pour ce que c'est. Ceux qui comparent toujours matos par rapport au prix. On a une grosse centaine d'euros. Ouais, c'est cher. C'est cher pour ce que c'est. Effectivement, il est cher. Je le trouve très joli. Il est maintenant que tout est déployé dessus, c'est un peu chargé, c'est même dommage qu'on vienne écraser certains éléments, mais bon, en même temps, un plateau de jeu, ça sert à ça. Je le trouve très beau, assez zen. Donc là, au niveau des couleurs, il est relativement clair. L'iconographie est pas mal faite parce que c'est quelquefois le problème. Mais si on parle vraiment du matos, les tuiles, ça va. Elles sont pas, pour une de luxe, on aurait peut-être aimé quelque chose un peu plus épais, quoi, un peu mieux fini. Mais il y a beaucoup de matos. Par contre, il y a quand même beaucoup de matos. Il y a beaucoup de tuiles, il y a beaucoup de, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Maintenant, les plateaux sont pas double couche, le plateau central n'est pas double couche, c'est des simples morceaux de carton. Par contre, ils sont imprimés des deux côtés, encore une fois, avec deux versions. Je suppose que les inserts, c'est pas que les amis. Oui, les inserts, oui, parce que là, c'est dommage, du coup, parce qu'il y a énormément de matériel. Et ils ont prévu les sachets plastiques, mais il n'y a pas d'insert. Mais par contre, c'est pas la version all-in, donc la version all-in qui est encore plus chère et encore plus démesurée. C'est vraiment trop cher. Même moi qui suis tout le temps en ligne, j'ai pas fait. Où là, vous avez un insert en bois qui va faire rentrer tout ça et des playmats. Ouais. D'ailleurs, le playmat, parce qu'ici, j'ai pas bien regardé le playmat comment c'était, j'avais pas fait attention quand je l'avais pledgé. De comment ça fonctionnait, mais chaque plateau réversible, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, c'est des petits playmats, mais j'ai un doute là-dessus, j'ai pas regardé. Il me semble que j'ai vu un long playmat et un plus petit playmat, mais moins large du moins, en fait, dans la longueur. C'est la bande là et la bande là, et donc tu ne jouerais que d'un côté et de l'autre. C'est un peu bizarre, c'est tout ou rien, je sais pas. C'est un peu, voilà. Donc, en tout cas, ça revenait à 170, 170 pour les Français. Ouais, entre 170 et 190, ça va plaisir aux Français. C'est vraiment trop cher. C'est au niveau du matériel, donc rien d'autre à dire. Effectivement, je trouve ça effectivement un peu cher aussi pour ce que c'est. Beaucoup de matos, mais rien d'exceptionnel qualitativement pour un cas. Ouais, c'est ça. Si on ne savait pas que c'était un cas, honnêtement, ça saute pas aux yeux. Oh, les grands meeples, je pense qu'il faut arrêter les meeples. À mon avis, peut-être bien. Pour faire la distinction entre les masters et les servants, je suppose. Les plus et les moins.
Bah, le plus, c'est clairement, comme souvent avec les jeux asiatiques, pour moi, c'est qu'il y a un côté frais. Il y a un côté, on a, ça, comme tu dis, les Suisses, on a quelquefois du mal d'en sortir un. Ici, on peut en il y sortir en avait deux, carrément trois, plusieurs. Voilà. Et ça sort un petit peu de nos habitudes, hein, en fait. ouais, C'est souvent ça qui est, et c'est souvent le cas avec les jeux asiatiques qui n'ont pas nécessairement les mêmes, comment je vais dire, les mêmes inspirations peut-être que nous, et ils sont peut-être plus créatifs à certains moments. Non, ça reste des mécaniques qui sont tout à fait classiques, mais c'est leur agencement et la façon dont c'est torché qui fait la différence pour moi. Donc ça, c'est son point positif, c'est ce côté un peu. L'autre point positif, c'est ces décisions simples, mais pas tant que ça. pas tant que ça. Oui, c'est ça qui sont multidimensionnelles et qui ont pas mal d'implications. Et il faut, voilà, quand on réfléchit à faire ça, oui, mais ça va faire ça, ça va faire ça, ça va faire ça. Donc ça implique ça, ça implique ça. Ça va prendre une tuile pour son action, mais laquelle on va défausser pour la ressource et donc perdre potentiellement cette action pour les tours suivants. En même temps, placer mon ouvrier sur l'action correspondante, ben, est-ce que ça me permet de gagner une majorité? Est-ce que ça a un intérêt de le faire? Maintenant, l'action elle-même, est-ce qu'elle me sert aussi en fonction du scoring? Donc voilà, c'est ce genre de choses. Quand on fait une action, on fait pas juste une action, on dit je pose ça, je prends une ressource. Comme souvent dans les placements d'ouvriers, c'est pour ça que pour moi ça va un cran au-dessus. Et c'est ce qui peut lui donner cette dimension plus expert. Et pour moi, c'est ça son côté intéressant. Oui. Principalement. Je suis assez d'accord, surtout que un gros plus pour moi, c'est que la gestion de ressources est ultra importante, en fait, mais ultra importante, parce que si vous envisagez de valider votre contrat avec votre tuile qui est là, que vous n'avez pas la ressource, eh bien, si vous devez faire une autre action, votre tuile, elle s'en va. Ouais. Et donc, c'est super important. Et donc, s'il n'y en a pas dans le refil, ça devient compliqué pour la suite. Donc, la gestion de ressources est ultra importante. Bien avoir ces ressources tout le temps à l'œil pour être sûr de savoir faire votre action, de pouvoir valider votre contrat, de conserver l'action que vous voulez. Donc là, on va vraiment dans le plus. Donc, l'anticipation est très présente, vraiment. Et donc, à un moment donné, vous allez devoir laisser tomber quelque chose en disant, ben, il faut que j'ai mes ressources, je vais faire cette action-là, tant pis, je vais laisser la majorité à quelqu'un d'autre. On va faire avec, même si le meilleur choix. Ouais, faire le meilleur choix parmi tout ce qu'il y a. Même si le jeu est généreux, hein, très généreux, on arrive à quand même à prendre des ressources un peu à gauche, à droite. On est toujours habitué, mais c'est vrai, par exemple l'argent, etc. Ça n'a jamais été un souci. On n'a jamais perdu une action. Mais j'ai vu dans des parties en ligne où les gens qui perdaient un ou deux tours. Voilà. Donc après. Des fois de vérification, peut-être. Mais là, une fois j'étais tout juste en stress, il m'en fallait un de plus, mais j'ai fait une action qui m'a donné m'a permis de remonter mon stress. Ça a été un choix. C'est comme le plus de ce jeu, c'est les choix que ça engendre. Ouais. Pour revenir un petit peu au contractualisé, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est là qu'on voit que c'est pas un jeu de contrat. Hein, c'est pas un jeu où on prend des ressources, on fait des contrats. C'est juste une partie, et encore une fois, uniquement si ça score d'ailleurs. C'est pas nécessairement pour les points, c'est plus pour le scoring qu'on va faire des contrats. Mais les contrats se font, voilà, si on prend un contrat bleu, ben, il faut 4 ou 5 ressources bleues pour le faire, point barre. Et les bonus qu'ils nous donnent, ben, c'est quasiment tous identiques à une ressource près ou une pièce près. Il n'y a pas grand chose, donc il n'y a pas de grands écarts là-dessus. Les rule breakers sont plutôt au niveau des muses, et encore, c'est pas hyper puissant. Non, ça, c'est pas hyper, non, il y en avait deux, bah, les deux principales qu'on a prises sont puissantes. Les autres, t'as même une ressource ou ce genre de choses, c'était pas très puissant. Au niveau du plus, pour moi, j'ai ressenti très fort, c'est l'iconographie qui est super claire. Pas de retour aux règles. Pour peut-être vraiment une tuile qui disait... ça ici pour la première partie, ouais, mais non, c'est vrai une fois que vous avez assimilé l'iconographie, qui est même pas spécialement difficile à assimiler, parce qu'elle est claire, tout est noté sur le plateau. Pas de retour aux règles, pas d'aide de jeu, j'ai pas regardé mon aide de jeu une seule fois. Non, l'aide de jeu, c'est vrai, j'ai même pas regardé non plus. Là, je trouve non, il y a juste quand il faut payer, pas payer. Ouais, c'est ça. Et donc, bon, maintenant, on était juste en face du plateau. Peut-être que si jamais le plateau est un peu excentré, c'est peut-être un tout petit, mais on pinaille. Il y a des choses qui sont assez petites. Au niveau de mais tout est rappelé au niveau du plateau. En tout cas, il n'y a pas une action qui n'est pas rappelée. Il suffit de suivre, en fait. Même chose pour ça c'est assez bien fait aussi. Même chose d'ailleurs pour le clip entre chaque manche. Il suffit de suivre de haut en bas le dernier plateau là, et puis de bas vers la droite pour la fin, la préparation de la manche suivante. Donc voilà. Ouais, tout est bien mis et c'est éclairé, n'allez pas trop vite parce que tout a une implication, ne retirez pas vos meeples trop vite. Ça, il faut vraiment suivre. Ouais, mais si on suit, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne bien.
Au niveau des moins, pour moi, Bon, il y en a un gros. Hein. ouais, ça risque parfois de coincer par manque de chance. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, J'avais démoli la Crimosa, moi, pour ce système de... On pioche, enfin, dans la Crimosa, c'est des cartes, ici, c'est des tuiles, mais on pioche et on doit faire avec ce qu'on a. La première pioche que j'ai prise, ben, j'avais 2 actions identiques. La Crimosa, je les ai cumulées. Moi aussi, hein, je suis assez poissard là-dessus. Mais j'avais déjà pour le premier coup, j'avais que trois options au lieu de 4 déjà. Donc c'est des choses, moi ça me dérange toujours dans ce genre de jeu. Là. Pourquoi certains ça, ils font avec. Mais je dois dire aussi que là où la Crimosa pour moi c'est complètement rédhibitoire, ici il y a un système de draft. Ouais, la Crimosa on peut aller chercher des cartes en faisant une action. Enfin il faut faire l'action pour améliorer son deck. Tandis qu'ici en fait à chaque fin de manche on draft des tuiles, comme disait Cédric, en fonction de l'ordre qui est là, et donc on rajoute. Et donc c'est juste au moment où on va défausser une tuile, on sait ce qu'on va pouvoir reprendre. Et à partir de là, je pense, la 4e manche. oui, non, on ne reprend plus. Non, mais on a des tuiles qui sont des tuiles. Oui, voilà, à double action. Double action. Donc on peut choisir une action ou l'autre. Et donc le problème se pose nettement moins, puisque quand on a 4 tuiles, ben on a 8 actions potentielles et pas 4. Donc s'il y a ce problème, pour moi, et moi ça me dérange, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que de voir exactement ce qu'on veut faire. Sur le bateau, tout est ouvert, tout est fait, et ne pas savoir le faire simplement parce que on n'a pas pioché la tuile ou l'action, en tout cas dont on avait besoin. Et ça, c'est assez insupportable. C'est le cas ici, mais c'est beaucoup moins marqué, comme je dis dans un exemple comme la Crimosa, où là, pour moi, c'est ni fait ni à faire. D'autant plus que ça peut être ultra violent. Ça peut vraiment être ultra violent. Je lui ai fait un coup. On a 3 actions, donc qui était tellement planifié, qui était tellement bien planifié. Il était tellement bien planifié parce que j'avais les tuiles. Et donc, si j'avais pas les tuiles, je n'aurais pas pu prendre le premier joueur, jouer 2 fois avant toi pour prendre la muse que tu visais et te reprendre une majorité ici. Et donc, si la tuile sortait pas, c'est ça. En gros, j'avais mis une option sur une muse, parce qu'il faut faire 2 fois l'action pour pouvoir prendre la muse, 2 fois l'action de la même muse. À ce moment-là, on la ramène de notre côté. J'avais mis une option, donc je me suis dit, au tour suivant, tranquille, je pourrais la prendre. Et Cédric est passé par là. Il a changé l'ordre du tour, et comme c'était fin de manche, à manche suivante, il a pu la reprendre. Et en la reprenant, il a refait l'action, il a repris en plus la majorité sur le bateau qui était en dessous, puisqu'il a fait la double action. Ce qui fait que ma dernière action, j'ai été joué sur la muse, j'ai repris le premier joueur, ma première action, j'ai été chercher la muse. Donc il a pris le premier joueur, il a pris la muse, et il a repris la majorité tout en une seule fois. Donc et moi en plus j'ai perdu un coup, puisque l'option que j'avais prise sur la muse, j'ai gagné quelques ressources évidemment, mais je l'avais pas fait pour ça, j'avais pris vraiment pour la récupérer. Donc c'est vrai que ça peut être violent, mais encore une fois, si Cédric n'avait pas eu, c'est à moi de surveiller aussi, si Cédric n'avait pas eu l'étude pour le faire, il ne le faisait pas. Donc moi je n'ai pas spécialement été pénalisé, même s'il y avait une fois j'aurais préféré faire une action à la place d'autres, ouais, ça a roulé encore, mais je pense que ça peut coincer. Ça peut arriver, mais je veux dire que moi aussi, alors que moi, si ça doit arriver, ça m'arrive forcément. C'est recta chez moi. J'ai eu 1 ou 2 fois où j'ai pesté que j'avais pas ce que je voulais, mais voilà, c'était pas du tout. J'ai pu faire d'autres choses. On sera faire autre chose. Ouais. Maintenant, on perd peut-être un pan de sa stratégie. Mais si c'est juste avant un scoring, par exemple. Ça m'a permis la première tuile de mettre une rouge, alors qu'on était parti sur les bleus largement. Donc, oui, effectivement. Donc, il faut être ultra vigilant à ce que vous allez recruter aussi. Hein. Bien, ne pas laisser tomber des actions totalement. Parce que... Et c'est pour ça d'ailleurs on a étalé ce que vous voyez ici, c'est les actions qu'on a défaussées. Et donc on les gardait bien en colonne pour voir ce qu'on avait. Parce qu'évidemment, ils disent dans la règle, on peut tout le temps aller voir dans le sac, mais on n'a pas envie de s'ennuyer nécessairement, aller inspecter toutes les tuiles qui sont dans le sac. Donc en les gardant comme ça, on sait plus ou moins dire ce qu'on a. Voilà. Comme on sait qu'au départ qu'on a 2 tuiles par action. Si on en a défaussé 1 ou 2, on sait que c'est celle qu'il faut drafter en priorité à la fin de la manche pour récupérer et pouvoir quand même avoir l'option éventuellement de le faire. Tu veux encore quelque chose dans les moins? Dans les moins, il n'y a pas... Le petit est quand même un petit peu long. Il y a pas mal de manipulations, et tu l'avais mentionné aussi d'ailleurs tout à l'heure. Il y a pas mal de manipulations à faire. Ça peut être un peu chichi à la fin. Il faut le faire 6 fois. Il faut retirer, il faut remettre, il faut remettre des ressources. Il faut remettre des ouvriers dessus en fonction, puis il faut prendre des ouvriers, il faut les remettre, il faut drafter les tuiles qu'il faut mettre ici, qu'il faut superposer, on déplace beaucoup de petites choses.
Bon, rien de rédhibitoire de non plus là-dessus, mais... On n'est pas sur un terraforming Mars. Voilà, c'est ça, qui ne fait que ça, dépasser des plans. Ouais. Ou alors, comme, Non, c'est pas ça. le dernier Rosenberg avec les chauves-souris. Ah oui, oui, On ne fait que ça, dépasser les chauves-souris. Tivois, c'est vrai qu'on pose des chauves-souris pour les reprendre après. Oh, ça, on a fait que mais ça. c'est encore un plus petit jeu, donc c'est encore plus marquant. Ouais. Mais ici, il y a cette notion-là quand même si encore une fois, c'est ça m'a un peu dérangé, sans me déranger à l'excès. Mais c'est surtout que c'est assez paradoxal par rapport à la pureté des règles, finalement, et le jeu est relativement élégant, et il est moins dans ses manipulations, en fait. Ce qui me frappe aussi, c'est que généralement, les jeux asiatiques sont assez minimalistes. Étant donné qu'ici, on est vraiment à pléthore de matériel qui sert. On parle d'Ostia. Pardon ? On parle d'Ostia. On parlera peut-être un jour d'Ostia. J'ai beaucoup de choses à dire sur Ostia. Pas encore joué, mais j'ai déjà pas mal de choses à dire. Ou là j'ai rarement vu une boîte japonaise qui a format Age of Steam, pour ceux qui connaissent. Non, elle est plus haute et plus étroite. Vraiment la première édition d'Age of Steam. Pas première édition, non. Première édition d'Age of Steam. Un drôle de format d'ailleurs pour un jeu japonais, c'est pas courant. Ici c'est taïwanais, c'est un petit peu différent, parce que j'ai notamment les BG Nations, qui sont aussi un autre éditeur taïwanais, qui était l'éditeur de Yin Yang d'ailleurs. Ils ont l'habitude de faire des boîtes plates, mais à l'ancienne, quoi. Hein. Et blindé. Enfin, celle-ci est bien remplie avec tout ça. Moi, je ne dois pas remettre les bateaux dedans. Ils sont pas très poubelles. Tu t'en occupes. Donc, nos avis. Qu'en pensez? Je pense qu'on a un petit peu tout dit au fur et à mesure des commentaires. Moi, il va rester dans ma collection parce que, encore une fois, il y a ce côté un petit peu différent, ce côté un peu frais. Il y a beaucoup d'interactions dans ce genre de jeu. Moi, c'est ce que j'aime. On n'est pas chacun dans son coin. À aucun moment, on est chacun dans son coin. On regarde pratiquement tout le temps ce que l'autre fait. C'est ça que j'aime bien pour ce genre de jeu. Le système de majorité est super bien fait. Je suis très mauvais en général dans les jeux de majorité, mais il est particulièrement bien fait. À l'exception de ce système non, ça fait partie, backbuilding, deckbuilding, ce genre de choses. Ça fait partie, qui peut être problématique, notamment dans les premiers tours. C'est le petit bémol que j'ai là-dessus. Tout le reste, en dehors de l'édition, pour moi, qui a pu être un peu plus soigné, pour une deluxe en tout cas. Mais sinon, le jeu est très chouette et c'est une belle surprise. Un beau rapport poids, profondeur, élégance, comme je les aime. Je partage, hein. Je suis très positif sur ce jeu. L'ergonomie, enfin tout ce qu'on a dit en négatif, le rabaisse peut-être un tout petit peu. Je souligne vraiment le fait qu'on va pouvoir le jouer pratiquement avec n'importe qui. Ou est-ce que c'est n'importe qui arriveront à jouer comme il faut, là c'est autre chose. De se faire passer, mais au niveau des règles, c'est pas trop lourd, franchement. Et les règles font sens. On les retient facilement. Oui, parce qu'on ne retourne pas dans les règles, donc ça c'est quand même pas mal. Quand j'ai vu le plateau déployé, je me suis dit ok, on va réfléchir quand même pas mal. On réfléchit, mais plus à l'iconographie, plus à ce que l'action fait. On sait très bien ce que fait l'action. La difficulté, elle est dans les choix. Dans les choix. Dans l'anticipation. Et là d'ailleurs, il peut avoir un risque d'analyse paralysis relativement fort. Hein. Première partie à 2h15. Moi, je suis tranquille. On a eu 2 arrêts aussi, mais donc ça doit se réduire avec le temps aussi. Oui, je pense aussi. On n'est pas spécialement tributaire de ce que vont faire les autres, mais il y a des fois ça va pouvoir changer son choix pour retourner de majorité, tout simplement. Pour moi, c'est du 30-40 minutes par jour. Au niveau de la config, j'ai trouvé ça aussi intéressant, le fait d'amener des autres meeples. À 2 joueurs, on amène des autres meeples dessus. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, à mon avis, je pense que c'est la meilleure config, c'est 4. Ici, en fait, les 2 joueurs équivaut à un 4, puisqu'on joue, on joue 2 couleurs, mais d'une manière un peu différente. C'est-à-dire qu'on a une couleur principale. Et quand on fait l'action qu'on choisit, on joue donc un ouvrier de notre couleur principale. Par contre, la tuile qu'on défausse, on va placer notre couleur secondaire sur l'action correspondante. Donc on gagne la ressource de la tuile qu'on défausse comme d'habitude, mais en plus on va passer la couleur secondaire sur l'action de cette tuile qu'on défausse. Et donc on a une réflexion, on rajoute encore une petite dimension en fait à la réflexion, puisqu'on doit tenir compte non seulement de la tuile qu'on défausse pour la ressource qu'on gagne, mais aussi pour la couleur secondaire, puisque cette couleur secondaire va jouer dans les majorités également, tout comme la nôtre. Et donc, en sachant qu'elle ne s'additionne pas. Mais par contre, si je remporte une majorité avec les gris, par exemple moi je joue gris et orange, si je remporte une majorité avec les gris, c'est la même chose que si je remportais une majorité avec les oranges qui était ma couleur principale. Voilà.
C'est assez bien fait, ça rajoute encore, et c'est pour ça qu'on avait parlé d'y jouer, j'avais dit, à deux, j'avais un doute. Après avoir lu la règle et cette variante, qui est absolument pas compliquée à mettre en place, il y a rien de différent, et ben, je pense qu'elle fonctionne très très bien. Ouais, ça roule bien. Et on se surveille beaucoup, ce qui doit être plus sympa, enfin, donc ça revient même à une partie 4 joueurs, ce qui doit être sympa à 4 joueurs, c'est qu'évidemment, les choix de tuiles pour les scoring doivent être beaucoup plus disputés. Oui. Il doit y avoir des espèces d'alliances, en fait, comment je vais dire, des objectifs qui se rejoignent entre les différents joueurs. Et donc, on va se rapprocher, on va faire attention tandis qu'à 2, c'est vraiment un peu un jeu à somme nulle, on va essayer de prendre le scoring qui nous intéresse le plus, et celui qui intéresse en même temps le moins l'adversaire. Donc il y a beaucoup plus ce face-à-face présent. Ça doit être un peu plus varié à 4, mais sinon entre 2 et 4, il n'y a pas de grande différence. À 3, il doit être peut-être un petit peu plus... Ouais, je pense que c'est sa configuration la plus faible. Probablement. Après avoir joué comme ça, j'aimerais bien le tester à 3, mais à mon avis, les majorités sont nettement plus laxistes, je pense, à 3, c'est un peu plus de contrôle. Il doit être un peu plus tendu. Un peu moins tendu. Ouais, donc, je pense qu'on est déjà pas mal. Est-ce que c'est un bûcher? Est-ce que c'est un laurier? Bon, ça reste un laurier, avec ce bémol pour moi de piochage, d'action, hein, j'ai toujours du mal avec ça. Si j'étais designer, c'est quelque chose que je proscrirais tout à fait. Enfin bon, je comprends, il existe l'idée du backbuilding, mais il y a ce fait que c'est quand même compensé par les tuiles d'action double, et on sait ce qu'on défausse aussi et par quoi on le remplace. Donc, voilà. Donc effectivement, pour moi, c'est aussi des lauriers, pour moi, sur celui-là. On est pas mal, hein, déjà. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Si vous le trouvez, je pense qu'on peut y aller. Pour l'instant, il n'existe qu'en anglais, avec version française. Il n'y a pas de texte du tout sur le matos, c'est l'iconographie, donc il y a juste la règle en anglais actuellement pour la version de luxe. Mais on a entendu parler d'une VF chez Our. Distribué par Atalia, apparemment. Atalia, c'est ça. Donc probablement fin d'année SN, je suppose. À mon avis. Hein. Ouais, je suppose. S'il y a que la règle à traduire. Voilà, si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre, mais sinon, si oui, vous comme ça, si on vous l'explique ou vous vous débrouillez un petit peu avec l'anglais pour la règle, après ça roule, encore une fois, on ne doit plus y revenir. Ouais, je vais recommander. Allez. Oui, je pense que tu peux. À bientôt. À bientôt. Salut.